Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Le panafricanisme est-il une foire à tout? Peut-on devenir du jour au lendemain panafricaniste? Apparemment, oui, puisque maintenant, c'est devenu une mode sur tout le continent pour beaucoup de gens de revendiquer le panafricanisme, puisque c'est l'idéologie en vogue. C'est l'idéologie de la renaissance culturelle du continent africain, et c'est chacun qui se précipite à se trouver une place sous le parapluie de cette idéologie. C'est une idéologie qui a l'avantage de rassembler les Africains, c'est une idéologie qui a l'avantage d'être ancrée dans l'histoire longue de la population africaine dans le monde, c'est une idéologie qui a une cohérence. Elle se bat pour la dignité de l'homme noir, de la femme noire, partout sur la terre. Très bien. Il semble donc que chacun d'entre nous, où qu'il soit à travers le monde, dès lors qu'il prend fait et cause pour cette cause panafricaine ou panafricaniste, devienne panafricaniste. Mais ça, c'est ce qu'on peut appeler le panafricanisme de civilisation, le panafricanisme de mode. Mais est-ce cela le vrai panafricanisme? Dans cette conclusion, ma réponse est non. Le vrai panafricanisme, ce n'est pas une simple adhésion à une mode, à un style. C'est pas une simple adhésion à une actualité, à quelque chose qui a le vent en poupe. Ça ne suffit pas. Il y a des fondements de l'idéologie panafricaniste que l'on doit adopter pour appartenir sérieusement à la famille politique internationale qui s'en revendique. Premier fondement, la revendication de la souveraineté totale des personnes africaines et des pays africains. D'abord, les personnes africaines, ça veut dire les Africains du monde entier, d'où le mot pan, qui compose le mot panafricanisme, qui vient du grec et du latin signifiant le tout, la totalité, le monde. Le panafricanisme consiste à refuser en Amérique, en Europe, en Asie, dans les océans Atlantiques indiens, tout comme en Afrique, que l'homme et la femme africains soient maltraités en raison de leurs origines, en raison de leur apparence physique, en raison de la couleur de leur peau ou de la texture de leurs cheveux. Donc c'est d'abord un engagement contre les discriminations, où qu'elles aient lieu. Et voilà pourquoi il n'y a que les ignorants qui pensent que le panafricanisme ne concerne que le continent africain. Parce que ceux-là n'entendent pas le sens des mots. Dans pan, il y a le monde. Le panafricanisme, c'est la défense mondiale de la dignité de l'homme et de la femme africaine. Bon. Si vous vous engagez dans cette logique, vous n'accepterez pas qu'on méprise les Africains en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Et d'abord en Afrique. Vous n'accepterez cela sous aucun prétexte. Vous n'accepterez pas qu'on pourchasse une communauté. Vous n'accepterez pas que le tribalisme prospère, que certains soient exclus parce qu'ils ne sont pas de la bonne tribu. Vous ne l'accepterez pas. Un panafricaniste est nécessairement anti-tribaliste. Un panafricaniste est opposé au communautarisme entre les Africains. Il appelle au respect mutuel, à la solidarité, à la considération et à l'intégration. Ok. Donc, souveraineté des personnes. Mais aussi souveraineté des États, et notamment du grand État africain potentiel, l'État continental fédéral. Nous nous battons pour former de grands États régionaux et pour former, tôt ou tard, le grand État continental qui va être la garantie de la respectabilité planétaire des Africains. C'est ce qu'on appelle souvent l'État fédéral d'Afrique noire, thématisé par Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, pour ne citer que cela. Donc, la souveraineté, la responsabilité de soi, de l'homme et de l'État africain. Bon. Deuxième élément de l'idéologie panafricaine, eh bien, la lutte contre l'occupation militaire, donc contre la domination physique, militaire exercée contre les Africains. Donc les panafricanistes sont systématiquement opposés à l'occupation des terres africaines par des puissances étrangères. L'occupation militaire. Le troisième élément du panafricanisme, c'est une doctrine de la souveraineté économique. Les panafricanistes se battent pour mettre fin, notamment en Afrique, sur tous les pays africains du monde. Et quand je parle de pays africains du monde, je pense à Haïti, je pense à la Guyane, je pense à des départements français comme la Martinique, la Guadeloupe, je pense à la Polynésie, je pense à l'Australie. Ce sont des pays africains au sens de la civilisation, vous avez bien entendu, non pas au sens de la géographie. Ce sont des pays africains du monde.
hein, l'île de la Réunion, Madagascar, les îles Comores, Djibouti, hein, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, ce sont des pays africains, hein, d'accord? Nous nous battons pour que dans tous ces pays-là, la souveraineté des peuples soit respectée. Et cette souveraineté, elle doit se traduire par leur capacité à choisir librement leurs dirigeants. D'accord? C'est un élément fondamental de l'idéologie panafricaine. Enfin, le quatrième et très important pilier d'idéologie panafricaine, c'est le pilier culturel. Nous nous battons pour réhabiliter les langues africaines. Nous nous battons pour réhabiliter la connaissance du passé africain long, pas seulement continental, mais le passé africain mondial, le passé africain américain, le passé africain européen, le passé africain asiatique, le passé africain atlantique, le passé africain dans l'océan Indien. Toutes les strates du passé des Africains sur la Terre, nous nous battons pour que nos enfants héritent d'une connaissance plus approfondie que celle même que nous avions obtenue de nos parents. Donc, la mémoire culturelle, l'identité culturelle doit se transmettre de génération en génération. Alors, ça fait quand même 4 grandes conditions. La condition de souveraineté individuelle et politique, la condition de souveraineté militaire, de défense, la condition de souveraineté économique, on l'a souligné, la condition de souveraineté culturelle. Alors, quand nous regardons les pays africains, nous voyons très bien que sur cette échelle-là, tous ne sont pas au même niveau. Il y a des pays dont le panafricanisme est très avancé et des pays où le panafricanisme est à peine à l'état embryonnaire. Quels sont les pays où le panafricanisme est très avancé? Mais ce sont des pays qui se sont débarrassés de l'occupation militaire étrangère. Ce sont des pays qui sont, à défaut de l'avoir déjà obtenu, en train de travailler pour récupérer leur souveraineté économique et monétaire. Par exemple, la souveraineté minière. Ce sont des pays qui ont décidé de choisir par leurs propres mécanismes internes leurs dirigeants et leurs institutions. Et ce sont des pays où la réhabilitation des langues africaines, la réhabilitation de l'histoire africaine, la réhabilitation du patrimoine civilisationnel africain, eh bien, sont avancées. Une fois qu'on a donc compris ces 4 cadrans fondamentaux du panafricanisme, est-ce qu'on peut dire que du jour au lendemain, quelqu'un va devenir panafricaniste? Non. On devient panafricaniste au fur et à mesure que l'on progresse dans ce processus. Alors, le panafricanisme idéal ne sera jamais pleinement atteint par tous parce qu'il n'y a pas de situation parfaite, mais on peut, à très moyen terme, avoir des États africains qui remplissent les 4 cadrans, même si ce ne sera pas à perfection. Quels sont donc incontestablement les pays qui ont de l'avance sur ce terrain? Dans l'Afrique d'expression francophone, issue du colonialisme, du néocolonialisme français. Quels sont les pays africains qui ont de l'avance dans l'accomplissement de cet agenda? Il n'y a aucun débat, il y en a 3. Et tout le monde les regarde tous les jours comme les laboratoires du panafricanisme du XXIe siècle. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'est-ce pas? Ce sont les pays les plus avancés dans la réhabilitation du panafricanisme comme figure idéologie des institutions politiques. Dans l'Afrique anglophone, il y a certes des pays qui ont une tradition aussi forte, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, comme le Zimbabwe, comme l'Angola, comme l'Éthiopie. Il y a des pays qui ont déjà une tradition très forte, hein, comme l'ancienne Libye de Kadhafi, etc. Il y a des pays qui ont une tradition assez forte, il ne faut pas négliger cela. Comme la Namibie, hein, il faut les citer, des pays comme ça, la Namibie, des pays qui ont une tradition panafricaniste extrêmement importante. J'étais en train de lire une partie de cette journée, les poèmes écrits par le grand camarade, anciennement président d'Angola, le camarade Antonio Agostinho Neto. Demain, je vous lirai un extrait d'un poème d'Agostinho Neto consacré au Mali, à Bamako. Un poème d'Agostinho Neto consacré à Bamako. Je n'avais pas encore lu ce poème quand je vous présentais le Mali comme étant la terre des commencements, la terre des origines, la terre où les Africains, sans cesse, remettent leur métier sur l'établi et, en quelque sorte, propulsent et innovent. Moi, je le disais à partir de mon analyse de la situation malienne. Je vous dis, mes chers amis, que j'étais ébloui et émerveillé. J'étais vraiment en extase aujourd'hui quand, lisant l'œuvre complète de poésie du camarade président Antonio Agostinho Neto,
qui a été traduite en français par la Fondation Agostinho Neto, eh bien de Luanda en Angola, je suis tombé sur un poème appelé Bamako. Bon, écoutez, ce serait une bonne chose que je vous lise ce poème, parce que vous vous rendrez compte que ce que j'ai dit dans une conférence il y a quelque temps sur le Mali, il y a peut-être un mois, j'étais au Mali quand j'ai fait cette conférence, c'est incroyable, je n'avais pas encore lu Agostinho Neto, mais Agostinho Neto le dit dans la langue de la poésie avec une puissance telle que je m'en voudrais de ne pas vous faire partager ce poème. Permettez-moi de vous lire ce poème et on conclura la conférence. Qu'est-ce qu'il dit, le camarade Agostinho Neto? Je vais vous lire ce qu'il dit sur Bamako. Et je vous recommande en même temps, eh bien, de vous procurer ce formidable recueil de poésie. Pour que vous compreniez que le panafricanisme, eh bien, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, quoi. C'est pas une affaire qui date du 20e siècle, du 21e siècle. C'est vraiment une puissance. Que dit le camarade Agostinho Neto? Voici le livre. C'est ce livre-là qui est intitulé Antonio Agostinho Neto, poésie complète. Hein? Poésie complète. Vous pouvez le commander, par exemple, en passant par Amazon. Il vous sera livré où que vous soyez dans le monde. Antonio Agostinho Neto, poésie complète. Je vous lis à la page 68 le poème intitulé Bamako. Ce poème-là, le voilà. Bamako. Ce poème a été écrit par le grand Angolais Antonio Agostinho Neto à l'occasion d'une conférence panafricaine qui s'était tenue à Bamako. Voici le poème qu'il écrit. Bamako. C'est là où la vérité tombe goutte à goutte sur l'éclat des feuilles, où elle s'unit à la fraîcheur des hommes, comme sous la surface tiède du sol les fortes racines. C'est là où l'amour et l'avenir progressent, fertilisés par la générosité du Niger, ombragés par l'immensité du Congo. Ils ont le goût, la senteur des cœurs africains. Bamako. C'est là où la vie naît et où elle progresse et allume en nous des feux impatients de bonté. Bamako. C'est là où sont nos bras, c'est là où résonnent nos voix, c'est là où l'éclat, espérance de nos regards se métamorphose complètement en force sans frein de l'amitié. Une fois séchées les larmes versées au cours des siècles, dans cette Afrique asservie d'autrefois, une fois ravivé le sucre nourrissant du fruit, le parfum de la terre, où le soleil dévoile, eh bien, des Kilimandjaro géants sous le ciel bleu de la paix. Bamako, fruit et vie de l'Afrique, d'un avenir qui a éclos à la source même des artères de l'Afrique. C'est là que l'espérance est devenue arbre, et fleuve, et fauve, et terre. C'est là que l'espérance victorieuse salue l'amitié, dans l'élégance du palmier et dans la peau noire des hommes. Bamako, c'est là que nous avons triomphé de la mort. Et l'avenir progresse en nous, dans la force irrésistible du naturel et de la vie, vivante en nous à Bamako. Voilà le poème du grand Agostinho Neto, premier président de la République d'Angola. Visitant Bamako en 1954 à l'occasion d'une réunion panafricaine. Voilà ce qu'il a écrit. Il avait déjà senti, longtemps avant nous, ce que le Mali représentait au cœur de l'Afrique. Et le panafricanisme, c'est cette capacité à percevoir ce qui est important pour nous tous, partout où nous sommes en Afrique, à élever ce que les Africains font de grand, de beau, de merveilleux, afin que tous les Africains de la planète tout entière en tirent, eh bien, honneur et contentement. Et c'est ce qu'Agostinho Neto démontre dans ce poème. Bamako, ce n'est pas d'aujourd'hui que ce pays-là, le Mali, que cette capitale-là est au cœur, est le cœur de l'Afrique. Le panafricanisme, c'est cette humilité de reconnaître ce qu'il y a de bien. C'est cette humilité de rassembler ce qu'il y a de meilleur dans toute la civilisation africaine afin d'élever, d'améliorer le sort de l'humanité africaine dans toute l'humanité universelle. Et c'est ce qu'Agostinho Neto, dans
ce formidable recueil de poèmes montre. Je suis en train d'écrire une analyse de tous ces poèmes intitulée « La philosophie révolutionnaire du poète président Agostinho Neto ». Il y a de la matière dans les poèmes de cet homme pour comprendre où trouver les énergies, où trouver les forces spirituelles, les forces symboliques du combat que nous menons. Voilà, mes chers amis,